Chaque jour et au jour le jour, Actu 30 au cœur de l'actualité. Messieurs et dames, bienvenue dans cette session d'information dont voici les sommaires. Mardi noir à Kinshasa, 6 personnes ont perdu la vie à la suite d'un accident au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. La ville de Goma au Nord Kivu a échappé à une journée noire aussi ce mardi grâce aux prouesses des FARDC qui ont déjoué l'attaque des rebelles M23. La tension était plutôt au zénith toute la matinée. Le pont Maréchal 39 ans déjà, mais il y a urgence d'assurer sa maintenance pour garantir sa durabilité. L'alerte est de l'OEBK, l'organisation pour l'équipement banane à Kinshasa, qui assure la gestion de ces ponts. Voilà tout pour les titres, les détails c'est juste après ces gangs. C'est vers 3 h du matin de ce mardi que ce camion de marque Ben a fini sa course dans ses Souciates totalement détruits situés sur l'arrêt Isam, avenue Poids-Lourd dans la commune de Limete. Sur le lieu, les dégâts sont énormes. Six personnes sont décédées. Des maisons commerciales environnantes n'ont pas été épargnées. Mis au parfum de la situation, le bourgmestre de la commune de Limete, des agents de la police nationale sont descendus sur terrain pour constater les faits. L'événement s'est produit à 3 h du matin. Le camion que vous voyez est sorti de la chaussée, a percuté une pompe de service de mazout, l'a emporté, a cassé les murs, a cassé un dépôt qui était derrière et puis a détruit les bureaux de Souciat. En dehors donc de la perte en vie humaine, on a un bilan matériel très important. Actuellement, c'est 6 morts. 4 personnes qui étaient à la cabine et puis au niveau dans un dépôt quelque part ici. Les corps ont été évacués par le service de la Croix-Rouge. La ville de Goma sous tension ce mardi. Des tirs entendus dans le territoire de Nyiragongo suite aux affrontements entre les FARDC et les rebelles M23. Mais la situation est redevenue au calme grâce aux prouesses de l'armée congolaise, comme l'explique Fidel Kitia, correspondant d'Actu 30 à Goma. C'est depuis tôt le matin de ce mardi que des tirs ont été entendus lorsque des rebelles identifiés au mouvement du 23 mars, dit M23, ont attaqué une position des forces armées de la République démocratique du Congo à Buhumba, en territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu. Cette situation a créé une panique totale au sein des populations de Buhumba, Kibumba et Kibati qui ont fui les tirs en prenant la direction de Munigi et la ville de Goma. Quelques heures plus tard, pendant la mi-journée, l'armée congolaise a affirmé avoir mis en déroute ses ennemis et repoussé l'attaque. La situation est redevenue donc calme l'après-midi et l'administrateur policier de Nyiragongo, le colonel Patrick Idouma, a appelé la population qui a fui les affrontements. La situation est redevenue donc calme l'après-midi et l'administrateur policier de Nyiragongo, le colonel Patrick Idouma, a appelé les populations qui ont fui les affrontements de regagner leur domicile. Jusque-là, la communication de l'armée congolaise sur l'identité des assaillants ainsi que le bilan de ces accrochages s'est fait toujours attendre.
C'est en vue de venir en aide aux déplacés de l'insécurité dans la province de l'Ituri que l'association locale pour le développement intégral, une ONG nationale, a mis en place dans la ville de Bunia un entrepôt de céréales d'une capacité de 1000 tonnes. Une réalisation résultat de l'appui financier du Fonds humanitaire en RDC. Une délégation de bailleurs de fonds ont visité l'entrepôt qui contient à ce jour autant de sacs de riz, des blés, au total 600 tonnes de céréales pour assister 200 ménages. Ces stocks, on a prépositionné dans le cas où il y a des alertes urgentes, où par exemple PAM ne peut pas très vite intervenir. Nous intervenons directement avec le stock de vivres qui est prépositionné ici. Ça, c'est pour des alertes urgentes. Vous savez, les gens qui ont fui la guerre laissent le tout derrière eux et ils n'ont pas à manger, ils n'ont plus rien. Alors quand ils viennent, nous les assistons avec ces vivres pour sauver des vies humaines. C'est important d'avoir ces stocks de prépositionnement parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des alertes. L'association locale pour le développement intégral exécute ses projets pour une durée de 7 mois et 1 jour. C'est lundi 23 mai à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Y ont pris part toutes les parties prenantes du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en vue de débloquer les fonds actuellement disponibles pour avancer sur le terrain. Pour le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, ces fonds ont été établis pour appuyer les actions de stabilisation dans l'est de la RDC. Le besoin de cette réunion était très urgent pour qu'on puisse débloquer, prendre des décisions collégiales pour débloquer les fonds actuellement disponibles dans le fonds pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDDRCS. Donc toutes les décisions ont été prises dans un très bon esprit et donc on va de l'avant avec ce fonds comme appui en appui au PDDRCS. De son côté, les coordonnateurs de ces programmes soulignent l'importance de ces fonds devront permettre la nomination de coordonnateurs provinciaux en vue du démarrage des activités sur le terrain. Dans quelques jours, il y aura la nomination des coordonnateurs provinciaux qui sont normalement les acteurs clés avec le gouverneur de province pour définir ensemble les plans opérationnels qui vont être mis en œuvre au niveau de chaque province. Il faut noter que le communauté de pilotage est l'équivalent du conseil d'administration de ces programmes dont le chef du gouvernement est co-président. C'est à la célèbre place dite Golgotha que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a officiellement lancé le processus d'identification biométrique des agents et fonctionnaires certifiés réguliers dans le fichier de référence de l'administration publique. Témoin de la cérémonie, le Premier ministre, chef du gouvernement, mais aussi d'autres membres du gouvernement, ainsi que de cadres de l'administration publique. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a ainsi exprimé la volonté du gouvernement à arriver à la mise en place d'une administration publique moderne, intègre et efficace au service des Congolais. Et pour y arriver, la maîtrise des effectifs représente un enjeu économique et social de premier rang. Le ministère que je dirige, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Premier ministre, est résolument engagé à remettre l'administration publique sur le rail de la modernité, de l'innovation et du redressement, en lui réservant une thérapeutique de choc, laquelle doit nécessairement passer par une maîtrise complète et effective des effectifs de l'administration publique, suivant les 3 volets ci-après: la maîtrise des effectifs des agents actifs, la maîtrise des effectifs de passifs, retraités et rentiers, et la maîtrise des effectifs des services relevant des budgets annexes. Le chef du gouvernement a félicité le vice-premier ministre de la fonction publique pour le travail abattu.
Il a indiqué que cette opération va se poursuivre dans le 26 provinces. Le travail qui devra se poursuivre en province pour être finalisé va permettre une meilleure gestion, comme cela a été annoncé, de notre administration publique. De manière symbolique, le Premier ministre a remis la carte d'identification à 2 secrétaires généraux de l'administration publique avant de visiter le service d'identification biométrique des agents. Gouvernance aux minières axée sur la restitution des recommandations émanant de tables rondes provinciales tenues respectivement à Bunia du 25 au 27 août, du 13 au 16 octobre à Bukavu et à Goma du 20 au 22 octobre 2021. C'est l'objet de cette table ronde qui se tient à Kinshasa du 24 au 26 mai 2022. Après les mots du coordonnateur de la cellule technique de coordination et planification minière, M. Maboulia, qui en a circonscrit le cadre, place était aux interventions. En scrutant en profondeur les allocutions du représentant de Pacte, de la représentante d'Alerte Internationale, de la représentante de USAID, du président de la Commission nationale d'artisanat minier de la FEC ou encore de l'ambassadeur du Royaume de Pays-Bas en RDC, toutes ont convergé vers l'application des recommandations qui seront issues de cette table ronde à Kinshasa afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Une vision du reste que partage la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye. L'organisation de la présente table ronde à Kinshasa sur la gouvernance du secteur minier a pour objectif de restituer et d'analyser les recommandations issues des tables rondes tenues dans les provinces ci-citées afin de permettre aux autorités nationales compétentes de s'en approprier et d'envisager des solutions idoines. De mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations dans le but d'assainir le secteur. Soyez rassurés, chers participants, de l'attention particulière que j'accorde à ces 3 journées de travaux intenses que vont devoir abattre toutes les parties prenantes. Ici est de souligner que ces tables rondes ont bénéficié respectivement du soutien financier des Pays-Bas, de USAID à travers le projet Madini Kwa Amani na Maendeleo et Sustainable Mine Site Validation. La désignation du candidat juge à la Cour constitutionnelle semble diviser les présidents de 2 chambres du Parlement. À travers une correspondance adressée à Modeste Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso Kodia s'inscrit en faux contre la démarche de désignation unilatérale du candidat Louis Mbonga initiée par la Chambre haute. Je cite: « Je tiens à vous exprimer la désapprobation de ces genres de pratiques non républicaines qui ne permettent nullement la parfaite collaboration institutionnelle, qui ne reflètent guère la sincérité de nos rapports », peut-on lire dans ce communiqué. Le speaker de l'Assemblée nationale qui s'en tient à la réunion tenue le jeudi 19 mai dernier entre les 2 chambres pour préparer la désignation d'un juge à la Cour constitutionnelle indique que seul le Congrès est appelé à procéder à la désignation du juge constitutionnel du quota du Parlement. Christophe Mbosso qui accuse les présidents du Sénat de procéder au recrutement et à la sélection des candidats pour faire voter une résolution du Sénat désignant un juge à la Cour constitutionnelle. Il invite par ailleurs le président du Sénat à libérer la décision et le communiqué conjoint convoquant les congrès afin que ces derniers puissent se prononcer sur la question sous examen. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la CENI, axée principalement sur le développement de stratégies pour avoir une représentation paritaire des femmes dans les listes électorales, il s'est ouvert le mardi 23 mai un atelier d'échange réunissant la CENI et les organisations de la société civile pour des réformes électorales en faveur de la représentation paritaire des femmes. Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation de l'approche de la CENI sur la question du genre et de l'inclusion. À la fin de cet atelier, produire une feuille de route avec des stratégies et puis déterminer qui va faire quoi, quand et où pour que notre plaidoyer dans l'accompagnement de la loi électorale soit prise en compte. Pour sa part, la chargée du programme de l'ONU Femmes RDC a martelé sur les leçons apprises du plaidoyer mené en RDC depuis 2006. Nous nous sommes dit, une des leçons, c'est que la question de la lutte pour les droits des femmes ou dans ces questions de réforme électorale sont beaucoup plus portées par les femmes elles-mêmes.
alors que les personnes qui décident sont majoritairement les hommes. Et il est indiqué que chaque fois qu'il y a un processus qui voudrait apporter un changement dans le domaine du genre, que les hommes qui ont le véritable pouvoir politique ou de décision soient là aussi et qu'ils participent aux discussions. 3 autres groupes de panélistes composés des animateurs de la société civile et autres personnalités ont exposé sur les thématiques liées au genre et à l'inclusion. Une feuille de route assortie des responsabilités pour la mise en œuvre de stratégies adoptées a été mise en place. C'est le 21 mai 1983, après 3 ans et 10 mois de travaux, qu'a été inauguré le pont Maréchal Mobutu, jeté sur le fleuve Congo dans la ville de Matadi au Congo central. Aujourd'hui, année 2022, l'ouvrage de 722 mètres de long, 13 000 tonnes d'acier, 61 400 mètres cubes de béton à 39 ans. Autant d'années qui ont mérité une commémoration organisée par l'OEBK, l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, sous la coordination de sa directrice générale, Gloria Tolu-Kanzuzi. Entre les années écoulées, le pont Maréchal n'a vécu que d'histoires heureuses comme malheureuses. Il a été témoin de plusieurs changements, mais aussi de nombreuses constructions anarchiques dans son entourage, sans compter qu'il n'a cessé de supporter autant de tonnes de poids lourds et autres engins de tout genre. Des situations qui sonnent ainsi l'urgence d'une bonne maintenance préventive, mieux entretient une douane pour un survie pour sa durabilité. L'OEBK ne saurait constater l'anéantissement de ses efforts par certains usagers dont l'impact négatif sur la chaussée est visible. C'est pourquoi le cri d'alerte est à ce jour encore lancé au gouvernement pour son accompagnement dans la préservation des acquis de cet ouvrage à la fois historique, économique, social, culturel et touristique. En attendant tout appui adéquat, l'OEBK ne cesse de faire autant que faire se peut pour garantir le bon état de cet ouvrage, résultat du partenariat nippo-congolais. Les agents sont très contents, surtout les techniciens de maintenance. Vous êtes entrés à l'ancrage, vous avez trouvé, il y avait de la lumière partout. Les comités de gestion, pilotés par Madame Gloria Toluka, a mis des moyens, a compris qu'il fallait valoriser l'outil qui est le pont Maréchal. 39e anniversaire, mais je n'ai vu que tout le personnel était vraiment dans l'euphorie. Et entretenir ces ponts, il faut vraiment la perspicacité dans une gestion rationnelle. L'OEBK, encouragé dans son travail, attend du gouvernement des réponses rapides à cette requête pour que l'année prochaine, à l'heure du 40 ans d'existence, la commémoration soit ainsi digne avec un pont encore plus résistant et plus attrayant. Le 23 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale. Une maladie manifestée par une sorte de perforation qui s'écrée entre le vagin et la vessie. Un mal qui a entre autres pour cause le temps de travail prolongé lors de l'accouchement, mais aussi le manque de soins obstétricaux rapides. À Kinshasa, cette journée a été célébrée sous le thème « Éliminer la fistule dès aujourd'hui, investir dans des soins de santé de qualité, autonomiser les communautés ». Pour le représentant du pays du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, on cite « Les progrès sont remarquables ». Nous devons noter que des progrès remarquables ont été réalisés au courant de ces 2 dernières décennies. Mais nous devons aussi reconnaître que beaucoup reste encore à faire pour atteindre l'objectif de 0 fistule obstétricale dans une génération. Progrès que salue la vice-ministre de Santé présente à la cérémonie. La fistule obstétricale demeure un problème de santé publique dans notre pays. Malheureusement, elle est peu connue par la population. Pourtant, elle entraîne des conséquences graves sur la patiente et la société. Par ailleurs, notons qu'à Kinshasa, l'hôpital Saint-Joseph procède à la prise en charge gratuite de malades chez qui on exprime le besoin. À la clé, des témoignages de satisfaction.
Vivant en Équateur, le frère de mon père m'a dit de venir à Kinshasa. L'hôpital Saint-Joseph traite la maladie. Je priais et les gens me fuyaient. Mais les mamans d'ici nous ont accueillis, elles prenaient soin de nous. Après plusieurs mois cloués sur les lits, aujourd'hui je suis guérie. Je viens de l'Équateur, j'ai 26 ans. Lors de mon accouchement, l'enfant ne pouvait pas sortir. J'ai alors subi la césarienne, ce qui m'a compliqué. Arrivé ici, les médecins nous ont bien accueillis et j'ai été traitée. J'ai dit merci à tout le personnel de l'hôpital, mais je plaide pour les autres de mes sœurs restées en province. Par manque d'infos, aidez-nous à survivre de cette maladie. Il faudra signaler que cette journée célébrée dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Joseph a réuni quelques partenaires du ministère de Santé, directeur du cabinet du ministère du Genre, Famille et Enfants, le bourgmestre de la commune de Limité et les corps médicaux. Fin de cette édition Actu 30 Télévision. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.